Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal préparé par toute la rédaction. On se retrouve aujourd'hui sur la plage des Lorons, un endroit qu'on connaît bien à Martigues où est à l'étude l'épave Laurent 11. Je me trouve en compagnie de Marine Sadania, archéologue. Bonsoir Marine. Bonsoir. Alors il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est pour une occasion en particulier ? Oui, on est dans la deuxième semaine de la fouille de l'épave Laurent 11 et aujourd'hui on a accueilli du public pour partager le patrimoine sous-marin de Lens avec tous les Martégalais et les Martégots. Alors, le public vient et peut assister aux études, aux fouilles qui sont faites sur l'épave Laurent 11, c'est ça ? Exactement. Alors l'épave en elle-même n'est pas accessible, même si elle est très proche du bord. On peut juste percevoir les bouées en surface qui marquent sa présence. Mais derrière nous, vous pouvez voir l'équipe qui est en train de travailler, puisqu'on a démonté un certain nombre de structures en bois qui appartiennent au bateau, qui sont étudiées pièce après pièce. On va faire en fait des fiches d'identité bois par bois, et ensuite elles vont être remises à l'eau. Merci beaucoup Marine pour toutes ces précisions. À noter qu'un reportage est à venir sur Maritima pour aller plus loin sur ce sujet passionnant, l'épave Laurent 11. Merci beaucoup Marine, on vous laisse continuer votre travail et puis nous, on va reprendre le fil de l'actualité. Prévenir le risque incendie dans les communes, c'est là tout l'objet du plan de prévention des risques incendies de forêt. À Martigues, une enquête publique est en cours. Hier, dans le hall de l'hôtel de ville, de nombreux Martégots se sont déplacés pour tenter de comprendre les contours de ce plan qui classe leur maison en risque élevé et leur fait perdre de la valeur. Ce plan touche 70% de la commune martégale. On écoute Jacques, habitant du Paty, et Anne-Marie de la Couronne. Ce qui m'a surpris quand j'ai découvert le plan et le règlement, c'est qu'on est 12 maisons dans le lotissement. A priori, les 12 maisons sont équipées de la même façon, exposées au même risque, mais il y a une dizaine de maisons qui sont en zone bleue, très claire, et 2 maisons qui sont en zone rouge. Dans le même lotissement, et des maisons qui sont côte à côte, à quelques dizaines de mètres de distance. Alors, ce que j'ai découvert aussi qui m'a beaucoup surpris, et c'est pour ça que je venais ici essayer de me renseigner, c'est que c'est un lotissement qui est pourvu d'une voie d'accès privée qui dessert toutes les maisons. Cette voie d'accès privé, apparemment, dans le plan, il est dit qu'elle ne serait pas accessible aux pompiers, alors que quand le lotissement a été construit, elle a été designée pour permettre le passage des engins incendie. Toute la zone où j'habite est en zone rouge. Ça signifie qu'il va y avoir des conséquences pour notre habitat, avec des modifications sérieuses et coûteuses d'ici 2 ou 5 ans, et une grande inconnue quant à l'avenir. Les habitations vont perdre de la valeur, seront-elles vendables ? Voilà, on est un petit peu dans le doute, on ne sait pas, moi je ne comprends pas non plus comment certaines zones ont été classées en rouge, d'autres en bleu clair. En face de chez moi, le chemin fait 3 mètres, de l'autre côté c'est bleu. On découvre qu'on a 10 jours pour réagir concernant une décision qui va impacter tout notre avenir. Donc c'est inquiétant et ça ne me paraît pas cohérent non plus. Des propos recueillis par Michel Montagne. À noter que l'enquête publique continue le 11 avril à 17h. C'est une première. Dans notre région, la Commission nationale du débat public lance un débat sur la décarbonation de la zone Fosse-Étang de Berre. Objectif, informer, comprendre et débattre des enjeux de la réindustrialisation et de la décarbonation de notre territoire. On écoute le préfet de région Georges-François Leclerc et Audrey Richard-Ferrucci, la présidente de la commission particulière du débat public. On ne va pas examiner un à un tous les projets industriels. On va examiner leur ensemble en incorporant 2 éléments. Tout d'abord, les infrastructures de transport. Quand j'installe une industrie et qu'il y aura des salariés nouveaux qui vont arriver, quel mode de transport ont-ils ? C'est par exemple la question de Martigues-Port-de-Bouc. Et puis d'autre part, comment réintroduire dans ce débat la ligne très haute tension qui est envisagée. J'ai demandé à la CNDP d'élargir le périmètre géographique en allant à Arles, en allant à Saint-Martin-de-Crau, en allant à Beaucaire pour poser les bonnes questions au bon endroit. Il faut à la fois une vue d'ensemble pour éviter les frustrations et il faut de la transparence pour gérer les inquiétudes. Que vous habitiez à Fos-sur-Mer, que vous habitiez à l'autre bout du monde, que vous soyez mineur, que vous soyez majeur, que vous soyez français, que vous soyez étranger, dans notre rôle, nous devons garantir
le droit à l'information et à la participation de toute personne. C'est une course contre la montre, on peut le dire comme ça, et dans le même temps, c'est le bon moment pour avancer sur ces sujets, avancer dans le droit à l'information, informer sur les impacts cumulés. Donc c'est le bon moment pour que ce débat ait lieu, pour contribuer et répondre à des demandes du public exprimées de longue date sur le territoire, pour avoir une vision globale et comprendre l'impact cumulé de ces projets. Des propos recueillis par Rémi Reponti, la réunion publique d'ouverture de ce débat global du territoire s'est tenue ce soir, salle polyvalente du complexe Parsemin à Fos-sur-Mer. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'industriel Lyondel Basel à Berlétan, particulièrement pointé du doigt pour ses rejets de polluants éternels. Le site pétrochimique serait le 10e site industriel qui rejette le plus de polluants éternels dans l'eau en France. Les polluants éternels, aussi appelés PFAS, ont des conséquences dramatiques sur notre santé. Il faudrait réussir à dépolluer. Alors ce n'est pas impossible, mais ça coûterait très cher. Pour nettoyer les sols et les eaux en Europe, la facture totale pourrait atteindre les 2000 milliards d'euros sur 2 décennies. 642 mètres carrés, c'est la taille du nouveau magasin de l'enseigne Normal qui vient d'ouvrir à Marseille, au rez-de-chaussée du centre Bourse. Il s'agit du 8e magasin Normal dans la cité phocéenne. Les clients étaient au rendez-vous hier pour une ouverture très animée. Cassandra Moreau était sur place. La file d'attente n'a pas désempli de la matinée. Des clients attirés par une forte campagne de communication ou par des produits offerts et des animations. Je travaille à l'école d'archi juste au-dessus, donc là j'allais acheter à manger et je suis passée par ici. J'ai l'habitude d'aller à celui de rue Saint-Ferréol. C'est un peu plus loin, mais du coup là il y a beaucoup plus de choix et c'est super grand. J'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté juste 2 tablettes de chocolat pour la petite intention parce qu'ils nous ont offert des petits cadeaux et je trouvais ça sympa. Je l'ai vu hier sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce magasin ? Il est très grand, c'est impressionnant. Là, c'est super, les animations, ils ont fait fort, surtout l'orchestre, génial. Vous pensez que c'est bien pour le centre commercial ? Absolument, c'est ce qu'il fallait. Ils ont ouvert à point nommé, c'était plutôt mort. C'est donc un nouveau pari pour l'enseigne low cost, habituée des lieux difficiles. Sébastien Chirouz, directeur France. La rue Saint-Fé, il y a 5 ans, c'était effectivement mort. On nous a dit qu'est-ce que vous allez faire là ? On a repris l'ancien McDo. Aujourd'hui, la rue Saint-Fé, si vous y allez, c'est beau, c'est dynamique, il y a des super enseignes nationales, internationales. Donc, on fait aussi ce pari de croire dans les lieux qui vont renaître de leurs cendres. Et alors, je ne me permettrai pas de le dire pour Centre-Bourse parce qu'il y a quand même du dynamisme. En tout cas, nous, on croit à Centre-Bourse, on croit à cet endroit. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'investir et de s'implanter. La chaîne a ouvert pour l'instant 198 magasins en France. Un vaste processus d'expansion est en cours avec de nombreux baux qui sont en train d'être négociés. Allez, on ouvre une page sport avec une sortie un peu spéciale. Dans les coulisses du Vélodrome, un rêve devenu réalité pour 10 000 écoliers marseillais. Les élèves de CM2 ont vécu une expérience unique et leurs enseignants aussi. Reportage Nordine Ali Saïd. Visiter le stade Vélodrome, une première et surtout un rêve pour la plupart de ces écoliers marseillais. Ça fait bizarre car je ne vais jamais sur la pelouse. C'est incroyable. Une matinée extraordinaire. J'adore le stade parce que il est beau et j'aimerais jouer plus tard sur cette pelouse. L'OM c'est ma vie, l'OM je pourrais jamais être pour une autre équipe que l'OM. Le dispositif, lancé en 2024, est reconduit pour une 2e année consécutive par la municipalité. Il permet sur inscription à environ 9000 élèves par an de CM2 de visiter l'enceinte phocéenne. Découverte de la pelouse, du salon des légendes et du vestiaire des joueurs. Une expérience de 45 minutes qui marque également les enseignants, comme Geneviève Roux de l'école Athéna. C'est un grand plaisir de les emmener. Tous les enfants connaissent le Vélodrome, ils n'ont pas eu tous la chance d'y venir et puis ils ont l'occasion aussi de visiter des endroits secrets. Benoît Payen est présent pour cette visite accompagné de Bengous pour communier avec les enfants. Ça met des frissons de voir que c'est des petits Marseillais qui ressentent aussi ce côté-là de se dire qu'ils aiment l'OM et ils sont aussi autant émerveillés que moi. Si la première session se terminera ce jeudi 3 avril, une prochaine se déroulera la semaine du 12 mai 2025.
Et l'OM qui célèbre ses 125 ans avec une grande soirée au Vélodrome le 2 mai. Les supporters pourront à l'occasion voter en ligne pour composer 2 équipes avec d'anciens joueurs du club qui s'affronteront ensuite sur le terrain. Les membres Peuple bleu et blanc bénéficient d'un accès prioritaire à la billetterie à partir d'aujourd'hui. C'était à 14h. Pour le grand public, ce sera vendredi 14h également. Du chant, mais aussi de l'imitation avec Sarah Schwab. Elle s'est fait connaître sur TikTok. Elle comptabilise 1,6 million d'abonnés en tournée dans toute la France avec son spectacle Du rêve à la réalité. Elle a fait un stop dans nos studios. Rencontre. En 2022, du coup, je vais bientôt fêter les 3 ans d'imitation. Et c'était vraiment juste une envie de faire quelque chose de nouveau finalement sur mes réseaux. Et c'est comme ça que tout a changé dans ma vie. J'ai toujours chanté depuis petite. J'avais fait The Voice et The Voice Kids d'ailleurs avec ma voix. Et du coup, oui, les imitations sont vraiment juste arrivées en cherchant de la nouveauté sur mes réseaux. J'avais même pas vraiment prévu d'en faire avant. Donc c'était une belle surprise pour tout le monde. Sur le taxi, elle va pas partout. Marche parisienne. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Sarah Schwab qui sera demain au Théâtre Molière à Marignane, puis le 26 avril à Châteauneuf, salle Simone Veil, et le 12 juin au Pasino d'Aix-en-Provence. Allez, avant de se quitter, un hommage à Val Kilmer. L'acteur s'est éteint à l'âge de 65 ans à Los Angeles des suites d'une pneumonie. Il souffrait d'un cancer de la gorge depuis 10 ans. Peu à peu, il s'était retiré du devant de la scène en raison de sa santé fragile, mais aussi de sa voix altérée par la maladie. Ses rôles phares au cinéma, The Doors, Top Gun, Batman Forever, Willow, Heat, une grande carrière. L'annonce de la disparition de Val Kilmer a été faite hier par sa fille Mercedes Kilmer au New York Times. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, excellente soirée et à demain.